Il entra dans le cimetière et s'assit sur sa tombe. Je démarre un bouquin comme ça, hein, ou un film. Tu prends un film. Le mec qui vient s'asseoir sur sa tombe, sur ce qui sera sa tombe. Si un jour tu repasses par là, après, hein, viens me faire un clin d'œil et t'iras à l'auberge du pays. On mange pas mal. À Saint-Chef, il y avait, c'était le pays de sa mère, il y avait son grand-père, le père cadet, sa grand-mère. Donc il a passé l'enfance avec ses petits camarades à l'école. Et Saint-Chef est un pays qui a un côté attractif. Il faut dire aussi, avec cet aspect de cité médiévale. Il aimait Saint-Chef. Les gens qui viennent de Saint-Chef aiment venir à Saint-Chef, aiment à y revenir. Et donc il y a trouvé ici, donc, non seulement des souvenirs de son enfance, mais il a trouvé l'amitié qu'il recherchait. Je suis né dans un bureau de poste, dans le bureau de poste de Jallieu. Enfin, pas dans le bureau de poste, mais au-dessus. D'où le mot facile, c'est pour ça que tu es devenu un homme de lettres. Ma grand-mère avait épousé en seconde noces le receveur des postes de Jallieu. Et comme elle était infirmière et sage-femme, ma mère est allée accoucher chez elle, c'est-à-dire à la poste. Son père s'était donc installé à Bourgoin, dans le métier de chaudronnerie, plomb-brisingueur, et c'était les années difficiles, les années de crise. Donc, malheureusement, il n'avait pas réussi. Alors déjà, vivant à Bourgoin, dans des conditions difficiles, avec toutes les restrictions que cela pouvait comporter quand on n'a pas d'argent, bien sûr, et puis ensuite, en aboutissant à la saisie et la vente des meubles sur la place publique, tout ça l'avait fortement marqué. C'est Marie Tabardel qui tenait le café au Vol, qui les a accueillis, et depuis, ils sont restés très intimes, ouais, très plus qu'intimes, ouais. Hein, jusqu'à la mort de Marie Tabardel. C'était au début des années 30, et nous avons trouvé à ce moment-là quelqu'un chez qui nous réfugier. C'est Marie Tabardel, ici présente, qui est devenue une seconde mère pour moi. On s'est retrouvés vivant alors à la campagne, dans le berceau familial de ma mère. Et mon père a bricolé, il faisait des petits travaux dans le village, tout ça. Donc ils sont arrivés là, et c'est à ce moment-là que lui a dû aller à l'école à Saint-Chef. Alors on est du même âge, on était dans la même classe. Il y avait dans le groupe, il y avait Dard, il y avait les deux ivrares, Romain et Marius, qui sont conscrits avec... il y avait Fernande Desbauges, qui a été filmé sur un film, vous l'avez vu, ce film, Saint-Chef? Oui, oui, on l'a vu, oui. Hein? Où est-ce que tu vas traîner, Fernande? Alors, rien n'a changé depuis notre jeunesse. Tu es toujours à arpenter les... avec la canne. Tu vas bien, ma fille? Ouais. Mais vous m'avez dit que ça n'allait pas passer à la télé, hein? Non, bon, ma foi, je mène déjà bien. Ah, ça, c'est un merveilleux personnage. Oui. À Saint-Chef, il faut dire aussi que nous étions, nous, dans une école de garçons, que les filles étaient à l'école bien plus loin, et que le soir, après l'école, on se croisait. Les filles descendaient de l'école en haut, et nous... Alors, bien sûr, l'époque était différente. On se croisait, on ne se parlait pas, mais on faisait parfois quelques petites niches en passant, tirer les tresses de lune, tirer une blouse. Ça va nous envoyer des cailloux par petits chemins qui descendent, vous savez, parce que c'était trafiqué, quoi, à ce moment-là. On faisait jamais le tour. En sortant de l'école, comme tous les jeunes de tous les temps, on faisait pas de conneries, un peu moins que maintenant, mais on se privait pas de faire
Et donc, lui, c'était un joyeux rigolo. Hein. L'une des filles qui, physiquement, était assez jolie, mais très rustre, bien sûr, s'appelait Mademoiselle Marchandise, je ne sais plus son prénom. Et donc, ça l'avait aussi frappé. Donc, on retrouve dans ses œuvres, parfois, cette fille Marchandise. Il y avait la famille Marchandise, tu en as entendu parler? Oui, tout à fait, oui. Hein? Oui. Bon, mais il y avait une fille. Cette fille, bon ben... Elle est morte même, cette fille. Elle est plus jeune que moi. Il entreprenait un peu, mais c'était arrêté là. Puis elle avait même une sœur aînée qui était... oui, ça c'est une histoire aussi. Elle avait sa sœur aînée qui était allée bonne au château du Marché, chez Adam Roux. Et puis il y avait un ouvrier qui y allait, qui était donc fils tripier. Puis il l'avait mis enceinte. La Fernande des Bauges, tous les hommes étaient dingues d'elle. J'étais encore assez dégourdie. Je suis plus maintenant, mais j'étais assez dégourdie alors. Et lui, il était assez dégourdi Moi aussi alors, oui, ça arrive que... C'était un bon élève. L'instituteur de l'époque, on y a eu deux instituteurs. Il y avait M. Guéraud, et puis l'autre dont le nom m'échappe actuellement, qui l'avait remarqué comme un garçon très éveillé et très intelligent. Nous avions une classe unique. Moi, j'étais dans les plus petits, et lui, bien sûr, dans les plus grands, parce qu'il avait quelques années de plus que moi. Et je le remarquais, bien sûr, parce que dans cette même classe, les petits étaient toujours à l'écoute et observaient ce que les grands répondaient. Et déjà, j'étais émerveillé par cet esprit d'à propos, cette intelligence très vive qu'on voyait chez Frédéric. Il était chahuteur, mais pas bagarreur. Il aimait rigoler, plaisanter, mais pas bagarreur. Il aimait bien se battre. Frédéric Dard est un enfant de Saint-Chef. En tout cas, il a passé une partie de son enfance justement à l'école communale ici. Jusqu'à quel âge est-il resté ici? Jusqu'à 12-13 ans, je ne me rappelle pas bien. Marita Bardel, vous êtes la seconde maman de Frédéric Dard, c'est comme ça qu'il vous appelle? Oui. Cela veut dire que vous avez bien connu ses parents, vous étiez une amie intime de sa maman? Intime de sa maman, une grande amie de sa maman. Et il vous a toujours porté beaucoup d'amour, et la preuve c'est que tous les livres qui sont là vous sont dédicacés, il vient vous voir régulièrement. Il me voit très souvent. Est-ce que vous vous souvenez bien de Frédéric Dard lorsqu'il était enfant? Comment était-il quand il était petit? Un peu diable. il aimait bien se battre. Et puis, il était tellement gentil autrement. Et puis il a toujours eu un sens inné de l'amitié, voire de l'amour. Et beaucoup, beaucoup. Il a toujours un sens inné de ça. Pour lui, c'est ancré chez lui. Marita Bardel, qu'il appelait sa seconde maman, qui était la meilleure amie de sa mère, qui a survécu à sa mère d'ailleurs, et où il aimait revenir. Quand il venait à Saint-Chef, elle est morte en 85, donc il y a déjà quelques années, il venait aussi chez elle. Elle se mettait un plaisir à le recevoir, bien sûr, et à lui concocter des bons petits plats comme il les aimait bien. Donc on est accoudé à un bar qui est très célèbre, puisque c'était le bar de Marita Bardel, qu'elle a dû recevoir en héritage de ses parents, et qu'elle a transporté à chaque fois qu'elle a changé de lieu. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Marita Bardel? Elle a déjà été en bas au pays, ce qu'on appelle le quartier des Maules, de toute façon. Après, elle est montée sur la place. Et là, c'était le 3e établissement qu'elle a pris en 1953, qu'elle a vendu en 1968. Marita Bardel, c'était sa seconde maman, donc elle lui a écrit pendant 40 ans, toutes les nouvelles de Saint-Chef, intéressantes et moins intéressantes, mais il avait tout le temps sa petite
sa petite version du pays de Saint-Chef. Donc, de ce fait-là, il a tout le temps eu un lien avec Saint-Chef. Et je sais qu'un jour, il me disait, malheureusement, je ne conserve pas les correspondances. Mais si j'avais gardé toutes les lettres de Marita Bardel, on pourrait reconstituer la vie de Saint-Chef pendant des décennies. Tout y était, elle me disait tout ce qui se passait, et ces lettres étaient empreintes d'un véritable amour maternel. Alors, on est donc ici à Fours, dans le hameau des Serves, où se passe l'histoire policière de la Joconde, où se finit l'histoire de la Joconde, et on va monter à Aïa. Frédéric Dard y a passé très longtemps ses vacances et ses week-ends, et puis il y a surtout, je crois, puisé une grande partie de son inspiration, soit en transposant directement des personnages, c'est le cas de la Peuchère, c'est le cas du Polyte et de son café, etc., soit en reprenant des paysages, c'est le cas de la poste de Saint-Alban-de-Roche, des platanes, etc. Ils étaient en location, là. Et puis c'est en revenant, de voir la tante Marie, il était là qui s'amusait avec un petit copain, là, il était assis sur cette poutre, là, dont je vous parle, là. Et il se lève, il s'approche de mon père, il dit « Pardon, monsieur, est-ce que vous autoriseriez votre petit garçon à venir s'amuser avec nous ?» Ah, mon père lui dit « Bien sûr. » Et c'est là que ça a commencé. C'était en septembre 1930. On a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, on se voyait tous les dimanches, quoi. Les grandes vacances, il est passé là, et tous les week-ends, il venait les passer là. Il y a une descente, là, on va là, à peu près à 1 kilomètre d'ici. Ouais. Et alors, c'était pas goudronné à l'époque, il y avait des gadins, partout comme ça. Puis il y a un virage qui est mauvais, au fond. Il y en a plusieurs qui ont sauté, qui se sont laissés trépaner. Ah, il me faisait peur, hein. Il partait d'en haut, à pédaler, et puis il prenait le virage, je ne sais pas comment il arrivait à le prendre. Hein. Et pourtant, je vous dis, il y a des cailloux, je ne sais pas comment ça n'a pas cassé les jambes et tout. Oh non. Oh, il était turbulent quand même, hein, vous savez. Moi, j'étais turbulent aussi. Et bon, mais disons qu'on était à l'âge de le faire. Hein. Oui. C'était pas turbulent à cet âge. Hein. Je vais vous passer deux questions, monsieur, tous les deux. Vous avez lu le livre La Peuchère? Oui. Ouais. D'après vous, La Peuchère, c'est un personnage imaginaire qui est issu du cerveau de Frédéric Dard, ou c'est une personne qui a existé? Ouais. Eh bien, le monsieur qui vous parle, je suis son fils. Et je vais vous la faire voir en photo. Voyez, c'est ma propre maman. Voyez, les larmes viennent aux yeux parce que je l'aimais beaucoup. Excusez-moi, mais vous savez, ma maman pour moi, vous savez, je l'aime autant maintenant qu'il y a 50 ans qu'elle est décédée, la pauvre. Je vais vous la faire voir. Oui, c'est moi. Vous pouvez nous montrer? J'ai 20 ans. Donc vous êtes ici, là? Oui. Vous avez 20 ans? 20 ans. 20 ans. Alors ma maman, qui était baptisée par Frédéric La Peuchère, parce que c'est un mot qu'elle avait toujours sur la bouche. Ben là, les trois personnages de La Peuchère principaux, les trois personnages principaux, c'est ces trois-là. Voilà, là vous pourrez savoir, quand il parle du père Zerpelin, c'est mon père, mais il a mis Zerpelin, il n'a pas mis Rollin. La mère de mon ami était une femme, une très grande rencontre de ma vie. Elle me parlait de Dieu, elle me faisait prier à tout bout de champ. Il ne m'a jamais dit qu'il faisait un livre sur nous. Jamais dit. Jamais, il n'en a jamais parlé. Alors c'est donc dans l'Aïa que les deux compères, Henri Revelin et Frédéric Dard, venaient pêcher, certes avec du matériel artisanal. La canne d'Henri Revelin, c'était 2 baguettes de noisetier d'1,20 m chacune, jointes par une vieille pompe à vélo, et le sillon était fait avec une baleine de parapluie. Alors apparemment, ça ne les empêchait pas du tout de prendre des truites, et quand ils n'en prenaient pas ou peu, ça n'empêchait pas Frédéric Dard de créer des poésies. Ce quatrain, il avait environ 12 ans. Petite truite, mordez, le verre est votre nourriture, et on va vous emmener
pour faire la friture. Alors on parle souvent du Frédéric Dard humoriste, joueur de mots. Ici on retrouve un Frédéric Dard peintre, puisqu'il a décrit la place de Saint-Alban exactement telle qu'elle est aujourd'hui. La poste derrière moi, les platanes, le bistrot et au fond la fontaine autour de laquelle il donne rendez-vous à la postière pour qu'elle puisse se cacher des mauvaises langues. Elle faisait 3 km aller, 3 km retour, pour m'accompagner jusqu'à ce tournant de route chaque fin de week-end. Il ne m'en restait plus que 2 à faire, seul jusqu'à l'arrêt du car. Il y avait sur le chemin un mur bas avec un petit ruisseau et nous étions convenus que ce serait notre frontière, notre lieu d'adieu. Nous nous disions au revoir, sans fin, en marchant chacun à reculons. Au moment de sa mort, je regardais son corps, presque son cadavre, et je l'ai vu, sur ce chemin, avec la netteté, le relief de la vie, me disant au revoir de la main. C'était désespérant à s'en arracher le cœur. Je l'ai vue et elle est partie. Ce qui a suivi, c'était l'écroulement. Quand je suis allé déclarer son décès à la mairie, la préposée m'a laissé poireauter longtemps au guichet, car elle racontait son dimanche à une amie, un dimanche banal, avec de la pluie et des gâteaux. Moi, je pensais au mien, qui était le dernier de bonne maman, et j'avais envie de déclarer ma mort en même temps que la sienne. Il y a eu la période Bourgoin, la période de Saint-Chef, la période de Lyon. Hein. Ça a été assez long et c'est là où il a fait son départ. Et puis j'ai vu Paris, là aussi je l'ai encore perdu de vue. Et puis après, quand il est revenu dans cette région, notamment en Suisse, on se voyait souvent. Et plus la vie avançait, plus on se voyait. Marc Perry, s'adosse à la lourde. Ah bon? Eh bien mon cochon, murmure-t-il, j'espère que tu vas me raconter ton histoire en long, en large et en travers, hein? Je me laisse tomber dans un fauteuil, les bras traînant sur le tapis, comme des rames abandonnées. Belle image, non, il dit. Le gros, quant à lui, etc., pose machin son patron. Écoute, mon petit Marc, fais-je, je vais t'affranchir, parce que tu as un copain, mais si tu as le malheur d'écrire un quart, du tiers, de la virgule, ça fait un peu Cyrano, ça, de cette histoire, avant que je te donne le feu vert, je vais te manger ton stylo et ton journal pigé. Marc passe sa main dans ses cheveux ondulés et hausse les épaules. Pas besoin de menaces, fait-il. Il suffit de faire appel à mon amitié. Là, nous sommes au San Antonio, au bar Le San Antonio, à 300 mètres de la maison natale de Frédéric. Et ça, c'est la photo, l'image avec son père. C'est vous qui avez organisé cette réception, non? Oui, on a eu l'idée, voyant Freddy très souvent à Bourgoin-Jallieu, j'essaye de me l'accaparer, moi aussi, hein, parce que je ne vais pas toujours le laisser. Mais il faut dire, on était à l'école ensemble et il écrivait déjà des articles sur moi, quand nous étions en classe. C'est de 1. Ah oui, oui, c'était les premiers papiers. Je suis ton premier papier et tu as été mon premier article. Nous étions devenus ce que j'ai appelé, il en avait convenu, parce que ça l'amusait, des amis d'enfance, comme il était en Suisse. Il y avait des amis d'enfance et des amis d'enfance. On faisait déjà de la brioche à Bourgoin, on fait aussi des San Antonio. On ne peut pas mettre une plaque pour commémorer la brioche à Bourgoin, mais on pouvait en mettre une pour commémorer San Antonio. Ça a été fait et grâce à Marc et à Pierre Oudot, à tous ses conseillers, à tous mes amis de là-bas, qui sont vraiment des amis, la preuve. Frédéric Dard s'était retiré, comme chacun le sait, en Suisse, où il avait trouvé un certain repos. Certains ont dit que c'était pour des raisons fiscales, pas du tout. Ces questions-là ne l'effleuraient même pas. Et il avait retrouvé dans cette ferme de Bonnefontaine, qu'il a acheté après, le calme, le repos et la sérénité dans cette période de sa vie qui était assez difficile.
Et alors là, il a aimé s'y installer, et quand il était à Bonnefontaine, il a voulu faire connaître aux gens de Bonnefontaine son pays, sa petite patrie, comme il disait. Et un jour, il a affrété un car à Bonnefontaine, il a amené à Saint-Chef, avec le maire, on appelle syndic là-bas, de cette commune, tous les gens qui composaient la chorale, le chœur mixte. On en a profité à ce moment-là, nous, pour le recevoir avec tous les honneurs dus à son rang. Saint-Chef était pavoisé avec des banderoles, honneur à Frédéric Dard, honneur à Bonnefontaine. Quand il est arrivé, il m'a dit cette phrase historique, mais on croirait que j'ai gagné le Tour de France, vous me recevez comme si j'avais gagné le Tour de France. C'est vrai qu'on avait tenu à l'honorer, et qu'après on avait fait aussi un vin d'honneur en mairie, et que cette occasion, le sous-préfet était là, même le président de l'Assemblée nationale, qui était notre député de circonscription, était là. C'était vraiment le grand jour de fête. Et il avait été très, très touché. Je me rappelle, il avait dit quelques paroles après pour remercier, mais qu'il avait prononcé avec beaucoup d'émotion. Me voici maintenant citoyen d'honneur d'un pays dont j'étais déjà le citoyen de cœur. Que peut faire un homme, sinon d'arriver à souder son passé à son présent? Cette espèce de jonction impossible, je voudrais avoir les voix célestes de mes amis de Bonnefontaine pour la chanter aujourd'hui. Parce qu'enfin, je retrouve tous mes amis, les chers amis, mes mousquetaires de l'amitié, si j'ose dire, comme Pierre Grattalou, comme Marc Péry, comme mon ami Revelin qui se trouve quelque part dans l'assistance, comme tant d'autres que j'ai retrouvés à chaque coin de rue ici, et qui apportaient chacun sa part de souvenirs. Et puis, j'allie aussi les amis d'aujourd'hui, les amis de Bonnefontaine, les amis qui veulent bien m'accueillir dans mon âge mûr. Je voudrais ajouter simplement une chose, mais très simple, très bête, c'est que je suis heureux et que je vous remercie tous. Justement, c'est le Frédéric Dard très sensible qui a prononcé un discours là il y a quelques minutes. C'est pas tout à fait celui des San Antonio qu'on a retrouvé là. Non, mais vous savez, les San Antonio, c'est un autre langage parce que c'est une autre facette du bonhomme. Les San Antonio, c'est de l'autodéfense. Je suis le type que vous avez entendu, c'est-à-dire un type plein de fêlures, plein de larmes. Et pour me, je ne sais pas, pour me cuirasser, j'ai besoin de créer quelque chose qui est le rire, qui est la gauloiserie, qui est l'insolence, l'impertinence, tout ce que vous voudrez. C'est un masque. C'est comme ces masques italiens, vous savez, qui expriment tout ce qu'on veut, la peste. Eh bien, je me mets ça sur la figure et j'écris un San Antonio, ça me permet de vivre derrière ce paravent. C'était lui qui avait amené la chorale de là-bas. Mais là, ça n'avait pas été le jumelage. Le jumelage, il a été après, ça s'était fait. Il a été très ému, oui. C'était la place Frédéric Dard quand on a mis quand ils ont mis commencé la pancarte là-bas, non? Donc ce bâtiment-là était l'école de garçons communale. C'est donc là que nous nous amusions avec Frédéric Dard. Et c'est ce bâtiment qui est resté le symbole du passage de Frédéric Dard à Saint-Chef. C'était son école. C'est là qu'il a fait ses premiers pas dans l'enseignement. Et c'est pour ça qu'on a mis cette plaque-là. Frédéric Toucourt, l'ami, le camarade de classe, l'enfant prodige, à qui je suis heureux d'offrir avec mon conseil municipal en témoignage de notre fierté, de notre reconnaissance aussi. Je suis toujours intensément de toute mon âme un des vôtres. Il ne décide jamais, en général Saint-Chef nommément, mais c'est par les personnages qui sont cités dans son livre qu'on arrive à reconnaître que telle chose s'est passée à Saint-Chef. 1949, bataille sur la route. Donc dans ce livre, on reconnaît tout à fait la montée de Saint-Chef, hein, le docteur Thévenard, donc mon grand-père le notaire, le boulanger, Chola. C'est vraiment un livre où il y a une partie de Saint-Chef.
Ah ben oui, c'était un personnage là, oui. Ben, d'ailleurs, je l'ai bien connu, là, le docteur Thévenard. Le docteur Thévenard était un médecin, bon maintenant il est mort, on peut en parler, qui avait beaucoup de talent dans son art médical, mais qui pour des raisons personnelles, et bien sûr, était venu se retirer à Saint-Chef et s'était mis à la boisson. Je sais qu'il avait une bonne réputation. Moi, je n'ai jamais eu affaire à lui, mais il avait une bonne réputation. Ça nuisait en rien à sa science. Là. Puis il y avait aussi à Saint-Chef, dans beaucoup d'autres endroits, des personnages un peu spéciaux. On aimerait celui qu'on appelait le Guste à l'époque, qui était un personnage qui a pu aussi en partie inspirer Bérurier. Bérurier, il y a plusieurs origines. Il y a ce bergalien, cet homme de Bourgoin-Jallieu qu'il a connu. Et puis aussi, il a vu dans son enfance des êtres comme le Guste, comme le propriétaire de la femme de Bonnegagne, qui étaient aussi des êtres rustres et anciens, et qui ont pu aussi l'inspirer dans ses façons de voir Bérurier. Tiens, dans cette maison-là, il habitait un gars qu'on appelait le Guste. Hein? Et il passait pour avoir le membre le plus conséquent de la commune. Mais parce qu'ils étaient deux à lutter. Il y en avait un qui luttait quant à la longueur et l'autre sur le diamètre. Celui-ci, c'était le diamètre. Il avait un béret, une seule dent et la chose dont je vous parle. Voilà, l'idée de faire le chocolat, elle est venue quand on s'est installé. On connaissait Marc Perry et la maison natale de Frédéric venait d'être inaugurée. Et on en parlait pas mal, donc on avait dit ce serait bien qu'on ait une spécialité sur Frédéric Dard. Et puis comme c'était enfant du pays, on a créé quelque chose qui soit l'image du personnage. Et pour ça, on a cherché un petit peu. Donc le chocolat, quand on le mange, il y a dessous, il y a ce qu'on appelle un croustillant dessous avec praliné, et dessus c'est une ganache moelleuse. Et donc toujours l'image qu'on a voulu de ça, et lui il l'a défini comme ça aussi, c'est que c'était un peu le croustillant du personnage et avec la tendresse de Frédéric. Donc on a voulu créer le chocolat un peu à l'image de ça. Frédéric, il venait plusieurs fois par an à Saint-Chef, hein, souvent avec Alberto, son genre. Ils sortaient en garçon, avec leur voiture puissante. Ils aimaient bien venir à Saint-Chef, discuter donc avec mon père et puis toute la famille. On se faisait une bonne bouffe et nous racontait un peu toutes ces aventures. Il venait souvent faire un tour à Saint-Chef. Ouais, donc il venait voir Marie Tabardet, il venait voir Pierre Gratanou, Marc Perry. Et il venait souvent déjeuner chez vous. Et souvent il venait déjeuner chez nous, où il mangeait la tête de veau. Quand il rencontrait Françoise Bouvier, il parlait de tête de veau et Dieu sait quel autre plat à base de charcutaille et surtout du gras. Ah ça, ils aimaient bien parler de bouffe. Ouais. Il nous étreignait d'amour. Dès qu'il arrivait, c'était des grandes embrassades, des poignées de cadeaux, et il nous saoulait. Il était vraiment trop. Il était vraiment... Il recherchait l'amour et il nous donnait beaucoup d'amour. Les gens qui étaient proches de lui, il aimait bien qu'ils soient proches. Comme à Liège, quand on avait été à Liège, je me rappelle toujours quand il est descendu les marches, il ne savait pas qu'on était. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait Marc, il y avait Duboeuf, il y avait le maire, et il ne savait pas qu'on était présent. Quand il est descendu les marches, on était les premiers devant. Quand il nous a vus, il a fondu en larmes. Hein. C'est vrai qu'il est descendu, il a pleuré, il nous a pris, il nous a embrassés. Alors je remercie bien sûr Dombray, la table ronde, tous ceux qui ont participé à ce qui pour moi est un événement, et pour vous je l'espère, un plaisir du moment. Puis je remercie mes pays, ceux qui viennent de mon Dauphiné, qui sont là. Je dois dire que je suis né à Bourgoin-Jallieu, et puis tout près de là se trouve le berceau de ma famille maternelle, qui s'appelle Saint-Chef, qui est un merveilleux pays. Il aimait Saint-Chef. Et là d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il a voulu y être enterré. Bien sûr, il aurait voulu reposer près de sa mère, mais dans le cimetière, les concessions étaient complètes, il n'y en avait plus. Alors c'est moi qui lui ai trouvé une place dans le nouveau cimetière, à proximité immédiate.
Mais la plaisanterie aussi qu'il a souvent dite de l'emplacement de sa tombe, on voyait le Mont Blanc. Là, ce serait bien, je verrai le Mont Blanc. Le cœur est le petit grelot du pesant collier de la vie. Il teinte au hasard des sanglots, nul n'en connaît bien l'harmonie. Sonne-t-il vrai, sonne-t-il faux, nul n'en connaît l'harmonie. Le cœur est le petit grelot du pesant collier de la vie.